l'étude de la fragmentation de l'ADN et de la ségrégation méiotique dans les spermatozoïdes d'hommes porteurs d'une anomalie chromosomique de structure. Aujourd'hui, dans les pays industrialisés, nous avons environ 20% des couples qui sont infertiles, et parmi les origines de cette infertilité, il y a notamment la présence d'anomalies chromosomiques de structure équilibrée. En effet, nous retrouvons ces anomalies 7 à 10 fois plus fréquemment dans une population d'hommes infertiles par rapport à la population générale. Les hommes porteurs de ce type d'anomalie de structure ont généralement un phénotype normal, mais peuvent avoir des troubles de la spermatogénèse. Ainsi, pour pallier ce problème, les couples concernés peuvent avoir recours à des méthodes de fécondation in vitro avec l'injection intracytoplasmique d'un spermatozoïde dans l'ovocyte. Mais se pose alors la question du risque de concevoir un fœtus chromosomiquement déséquilibré. D'autre part, des études récentes sur l'intégrité de l'ADN ont montré des taux de fragmentation de l'ADN plus élevés dans une population d'hommes infertiles. Ainsi, le but de ce travail a été d'étudier à la fois la fragmentation de l'ADN et la ségrégation méiotique dans les spermatozoïdes d'hommes porteurs d'anomalies chromosomiques de structure. Nous déterminerons ainsi, d'une part, l'implication de ces deux phénomènes dans l'infertilité de ces hommes, et d'autre part, si fragmentation de l'ADN et production de gamètes chromosomiquement déséquilibrés sont deux événements liés ou indépendants. Enfin, nous terminerons par les impacts que peuvent avoir les résultats de ces études sur la prise en charge des couples concernés. Notre cohorte était constituée de 37 patients et de 24 témoins pour lesquels le karyotype spermogramme et spermocytogramme étaient normaux. Parmi nos patients, 21 étaient porteurs d'une translocation réciproque équilibrée, c'est-à-dire l'échange de matériel chromosomique entre deux chromosomes non homologues, sans perte ni gain de matériel chromosomique. 7 de nos patients étaient porteurs de translocation robertsonienne, ce qui concerne que les chromosomes acrocentriques, les chromosomes impliqués dans l'anomalie perdent leurs petits bras et les grands bras restants s'accolent. Enfin, 9 de nos patients étaient porteurs d'inversion dite péricentrique, c'est-à-dire avec un point de cassure de part et d'autre du centromère d'un chromosome, rotation de 180 degrés du segment, puis recollement. Donc, afin d'analyser la ségrégation méiotique chez ces patients, nous avons utilisé une technique d'hybridation in situ fluorescente, à savoir la FISH, dont voici rapidement le principe. Après avoir lavé le sperme et étalé les spermatozoïdes, les têtes spermatiques sont décondensées. Le matériel chromosomique des spermatozoïdes des patients ainsi que les sondes choisies de manière bien spécifique en fonction de l'anomalie de structure sont dénaturés ensemble avant d'être hybridés. Les lames sont rincées et le matériel chromosomique est contre-coloré avant d'être observé au microscope à fluorescence. Donc, avec une combinaison de sondes bien particulière, nous allons pouvoir déterminer précisément de quel mode de ségrégation méiotique est issu chacun des spermatozoïdes. Donc, par exemple, le spermatozoïde ici, avec une combinaison vert-rouge-bleu, est issu du mode alterne et est donc chromosomiquement normal ou équilibré. Tous les autres spermatozoïdes ici sont chromosomiquement déséquilibrés. Voici maintenant la technique qui nous a permis d'évaluer le taux de fragmentation de l'ADN des spermatozoïdes de nos patients, à savoir la technique tunnel. Donc, grâce à une enzyme, nous incorporons des nucléotides couplés à de la digoxygénine aux extrémités des fragments d'ADN qui sont cassés. Et nous ajoutons ensuite un anticorps anti-digoxygénine couplé lui à de la rhodamine. Et ensuite, nous contre-colorons le matériel avant de l'observer. Donc, nous voyons ici des spermatozoïdes qui émettent une fluorescence rouge, qui ont donc un ADN fragmenté, et ici des spermatozoïdes avec une fluorescence seulement bleue, donc avec un ADN non fragmenté. Donc, voici nos résultats. Donc, parmi notre cohorte de patients, l'âge allait de 25 à 55 ans. Nous avons trouvé au moins une anomalie des paramètres spermatiques chez 20 de nos patients. Concernant les hommes porteurs de translocation réciproque, nous avons trouvé un pourcentage compris entre 39,4 et 69,5% de spermatozoïdes chromosomiquement déséquilibrés. Chez les porteurs d'inversion péricentrique, nous avons trouvé entre 0,57 et 39,06% de gamètes déséquilibrés. Et enfin, chez les porteurs de translocation robertsonienne, nous avons trouvé entre 8,78 et 21,62% de gamètes chromosomiquement déséquilibrés. Concernant le taux de fragmentation de l'ADN, nous l'avons trouvé compris entre 1 et 27% chez les porteurs de translocation réciproque, entre 1,27 et 10,9% chez les porteurs d'inversion péricentrique, et entre 1,6 et 7,8% chez les porteurs de translocation robertsonienne. Dans notre groupe témoin, ce taux de fragmentation a été trouvé entre 0 et 3,6%.
Donc nos résultats nous ont montré que nous trouvions donc un taux de fragmentation significativement augmenté dans notre groupe de patients par rapport à notre groupe témoin. Par contre, cette augmentation du taux de fragmentation n'était pas différente chez nos patients en fonction de l'anomalie de structure. Nous n'avons pas mis en évidence de différence du taux de fragmentation, que les paramètres spermatiques soient normaux ou ne le soient pas. Nous n'avons pas mis non plus en évidence de corrélation entre ce taux de fragmentation et l'âge de nos patients, ni même entre ce taux de fragmentation et le pourcentage de gamètes chromosomiquement déséquilibrés. Ainsi, ces deux études, la ségrégation méiotique et la fragmentation de l'ADN, nous paraissent complémentaires et pourraient être intégrées lors d'une exploration chez des hommes infertiles et porteurs d'une anomalie chromosomique constitutionnelle. Les résultats de ces études permettent de personnaliser au mieux le conseil génétique. Elles vont nous permettre également d'évaluer au mieux les probabilités de succès des techniques d'aide médicale à la procréation. Elles vont également permettre de savoir davantage s'il serait nécessaire de recourir à un diagnostic prénatal, voire un diagnostic préimplantatoire, ou encore de se diriger davantage vers un don de sperme ou vers l'adoption. Les perspectives de ce travail sont d'étudier les répercussions que peuvent avoir la ségrégation méiotique et l'autofragmentation sur les résultats des AMP. Et nous aimerions également étudier le taux d'aneuploïdie dans les spermatozoïdes avec un ADN fragmenté par rapport aux spermatozoïdes dont l'ADN n'est pas fragmenté. Donc une étude est actuellement en cours avec l'utilisation d'un appareil à microdissection laser qui va nous permettre en fait, à partir d'un même éjaculat, de séparer une population de spermatozoïdes à ADN fragmenté d'une autre population de spermatozoïdes avec un ADN non fragmenté et de réaliser ensuite une technique d'hybridation in situ afin d'évaluer le taux d'aneuploïdie. Donc ce travail a été réalisé au sein du service de cytogénétique, cytologie et biologie de la reproduction et au sein de l'unité INSERM U613 du CHU Morvan de Brest. Nous remercions ici tous nos collaborateurs, la région Bretagne qui a financé ce travail, ainsi que les organisateurs de ce congrès qui m'ont permis de présenter ces travaux. Merci. Le temps pour 2 questions peut-être. Oui, Charles. Le micro s'il vous plaît. Merci de ce beau travail. Pour les inversions péricentriques, on voit les généticiens nous disent régulièrement qu'il y a certaines inversions péricentriques qui n'ont aucun élément péjoratif pour la fertilité, et pourtant il y a quand même certaines anomalies, l'augmentation de la fragmentation et l'augmentation des problèmes chromosomiques. Est-ce que vous pouvez préciser les types d'inversions péricentriques que vous avez eues? Les types d'inversions péricentriques. Les chromosomes impliqués, pardon. Je ne sais plus par cœur. Je ne saurais plus vous énumérer tous les chromosomes qui ont été impliqués. Je sais qu'il y avait du chromosome 2, du chromosome 8. Parce qu'en 2 et en 9, les laboratoires de cytogénétique nous répondent régulièrement qu'il n'y a aucune influence sur la reproduction. Tout le monde dit que c'est d'accord, mais on retrouve quand même parfois ça dans les couples infertiles, il est parfois lié à un facteur masculin. Alors, est-ce qu'on ne peut pas remettre en cause ce dogme des inversions péricentriques? Ceci dit, les taux de fragmentation après que nous trouvons là, nous ne savons pas encore donc s'ils sont liés nécessairement systématiquement, s'ils sont liés uniquement à la présence de l'anomalie de structure. Il y a peut-être des facteurs aussi exogènes chez ces patients-là qui augmentent les taux. En fait, ce dont tu parles, pour le 2 et le 9, c'est des polymorphismes, c'est pas des inversions péricentriques. C'est des polymorphismes, là, dans ce cas-là. C'est pas des inversions. Ça, c'est des grosses inversions. Oui. Et en général, avec les inversions péricentriques, au contraire, il y a un processus de ségrégation méiotique qui est très altéré. Qui est perturbé. Après, tout dépend. Avec les paracentriques, il n'y a pas grand-chose, mais avec les péricentriques, ça dépend de la taille des segments inversés. Par rapport à la totalité du chromosome. Le 2 et le 9, c'est seulement l'hétérochromatique. Voilà, oui. Jacqueline, derrière. Le taux de fragmentation que vous observez, il est augmenté, mais d'après ce que je crois voir, la moyenne reste tout à fait dans les normes. Comment est-ce que vous interprétez donc cette augmentation du taux de fragmentation ? Alors déjà, c'est vrai qu'on trouve dans la littérature des taux de fragmentation plus élevés que ceux que je montre ici. Donc déjà, ça va dépendre des techniques qui sont utilisées.
On a des taux déjà plus élevés avec des techniques SCSA, par exemple. Avec les techniques tunnel, on trouve certains dans la littérature qui se rapprochent de nos taux, dans des publications plus récentes. Donc déjà, il y a ce premier point-là. Deuxièmement, de toute façon, c'est bien ramené à un groupe témoin, et donc on s'est fait notre groupe témoin, nous, et donc on trouve des pourcentages entre 0 et 3,6 chez le groupe témoin. Donc quand on trouve ici des taux de 10%, ils sont nettement supérieurs à notre groupe témoin. Et ensuite, pour savoir réellement s'il y a un impact, c'est vrai que ces études sont en cours actuellement, puisque je disais justement dans les perspectives qu'on veut voir l'impact du taux de fragmentation sur les résultats des AMP chez nous, en fonction de nos valeurs, mais ce travail est encore en cours.